Et bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui nous évoquerons largement la relance de notre équipe face à la plus belle équipe de Ligue 1, en tout cas ce qui était la plus belle équipe de Ligue 1 au bout de 4 journées, le Stade Rennais. Et pour en parler avec moi ce soir, il sera aujourd'hui la seule caution journaliste de l'émission, c'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Salut Thomas, bonsoir à tous. Pas trop dur à porter ce poids seul aujourd'hui ? Ça va aller, on va faire 100. T'as l'habitude, je pense que t'as l'habitude. Il est le coach de Culture Sang et Or et fait son retour ce soir parmi nous. C'est Amaury de Monchaux. Bonsoir Amaury. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Tes analyses et tes chiffres m'avaient manqué, Amaury. Je te dis, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. C'est sa première parmi nous. Il est membre de l'association de supporters mineurs de fond. C'est Michael. Je sais pas ton nom de famille, c'est Mouille. Bonsoir Michael, bienvenue dans Culture Sang et Or. Salut Thomas, bonsoir à tous. Alors on aura l'occasion d'avoir l'avis de Michael sur le RC Lens, mais aussi on aura l'occasion de parler un petit peu de l'association mineurs de fond au cours de cette émission. Et enfin, il a fait le plaisir de répondre à notre invitation. C'est une légende du RC Lens, une légende du football français, une légende qu'on ne présente plus, mais je vais quand même la présenter ce soir. C'est évidemment Tony Vérel. Bonsoir Tony. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Eh bien, Tony, que nous aurons le plaisir d'interviewer en deuxième partie d'émission, mais nous ne ferons pas que ça aujourd'hui, puisque nous reviendrons également sur cette jolie victoire du RC Lens face à Rennes. Nous attribuerons les bons et les mauvais points. Je pense qu'il y aura beaucoup de bons points. Après cela aura lieu le célèbre quiz Culture Sang et Or, puis comme je l'ai dit, nous ferons l'interview de Tony Vérel. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions en commentaire sur le live de cette émission. Et enfin, nous nous projetterons sur le prochain match du RC Lens qui s'annonce alléchant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'allèche. Lens-Montpellier. Allez, je pense qu'il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Nous sommes donc en direct aujourd'hui pour parler de cette victoire probante du RC Lens face à Rennes, 2-0. Ma question sera simple sur ce match. Est-ce que le RCL a été très bon ou alors c'est son adversaire qui a été plutôt mauvais ? Je vais poser la question à Amaury tout de suite. Non, bah écoute, moi je pense que la Lens a été très bon. Alors je m'explique, surtout tactiquement. Je pense qu'on n'a pas fait une très grande prestation dans le jeu, mais on a été bien en place. Je pense qu'on a su exploiter au mieux les faiblesses du Stade Rennais, qui était une possession stérile et pas forcément de grosses prises de risque. On a su les attendre, différencier un peu par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'on a été les chercher moins haut. On a réduit les espaces, on sait que c'était notre problème aussi sur les matchs précédents. Donc on a réduit les espaces, on a été plus compact. Et puis par rapport à Angers, on a été efficace. On s'est dit pas mal de fois contre Angers qu'on avait loupé les premières occasions qui nous avaient coûté cher. Ben là, certes, on n'en a pas tiré beaucoup, mais à la 28e, notre premier but, il est au fond. Et du coup, ça nous aide bien. Sam, est-ce que tu partages cette analyse ? Globalement, oui. Après, j'avais envie de te répondre les deux, mon capitaine, dans le sens où c'est vrai que les Lensois, ils ont été très, très réalistes dans les deux surfaces. Donc, forcément, ça fait une énorme différence par rapport à ce qu'on a pu voir les semaines précédentes. Voilà, je trouve que l'équipe a été beaucoup plus compacte que contre Angers, que contre Nantes. Après, faut pas oublier, c'est un élément que j'avais largement sous-estimé, que les Rennais étaient en fait, ils sont en train de traverser une vraie crise. On s'en est rendu compte pendant la rencontre, on s'en est surtout rendu compte après la rencontre avec les déclarations de Stéphane, l'entraîneur, et de Bourigeaud, l'ancien Lensois. On aura largement l'occasion d'en parler. On va en parler dans quelques minutes, mais voilà, c'est une équipe qui restait sur une seule victoire en 13 matchs et qui était vraiment en grand déficit de confiance. Donc je pense que ça a pu faciliter le travail des Lensois qui a par ailleurs été très très bon. Et toi, Michael, tu attribues ça plutôt à un mauvais match de l'équipe rennaise ou un bon match de l'équipe de Lens ? Non, je pense qu'on a fait un bon match. J'ai eu peur, je vous avoue, par rapport au premier quart d'heure. On avait 20% de possession de balle, on n'arrivait pas à passer la ligne médiane. Après, je pense que je reviens à ce que Sam a dit. Ils sont vraiment dans le dur. Ils ont fait un match cette semaine en Coupe d'Europe. Je pense que voilà, on a joué notre épingle du jeu et puis ça a marché, même si on était réaliste sur les peu d'occasions qu'on a eues. Mais le résultat est là et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et toi, Tony, même si là le Stade Rennais traverse une période de crise, est-ce que toi qui as joué pendant une saison au Stade Rennais, est-ce que tu es surpris de voir cette équipe devenir un peu un poids lourd du championnat de Ligue 1 ? Surpris, non, ça fait des années et des années qui veulent devenir ou prétendre à faire partie toujours de l'élite et des 4 ou 5 équipes du championnat de France. Ils se sont donné les moyens à un moment donné
Et je pense que voilà, c'est le fruit de long travail. Aujourd'hui, ils sont récompensés. Alors, ils ont deux aspects, c'est qu'ils ont mis, je pense, beaucoup d'argent et ils ont eu une bonne formation aussi. Ça, le Stade Rennais a toujours eu un bon centre de formation. Ils ont trouvé des joueurs qui ont fait de grandes carrières. Donc, ils ont su un petit peu faire un mix des deux et aujourd'hui, ils se retrouvent à faire partie des équipes qui forment bien, qui ont aussi le nez fin pour trouver des perles dans les championnats. Donc, non, c'est normal. Après, pour en revenir à ce que vous disiez, est-ce que c'est un bon match ou un mauvais match de Lens? Vous savez, on a l'habitude en France de toujours chercher la petite bête. Je pense que Lens aujourd'hui a été gagné à Rennes. Et voilà, il faut retenir le point positif. Après, c'est vrai que on voudrait toujours que nos équipes elles gagnent en faisant des super prestations, mais je pense que il y a des championnats qui ont compris ça depuis bien longtemps. Vous alliez en Italie, le principal c'était de gagner, même s'il n'y avait pas la manière. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être fier de notre équipe qui est allée gagner 2-0 à l'extérieur. Dans un stade qui est pas facile à jouer et avec une équipe qui est vraiment en devenir parce que en devenir et qui a prouvé les années précédentes parce que si elle est en Ligue des Champions, c'est pas pour rien non plus. Complètement, même si bon, il y a eu peu de résultats en Ligue des Champions, mais je ne fais qu'illustrer une tendance finalement de la presse nationale qui n'a fait que titrer sur la défaite de Rennes plutôt que sur la victoire de Lens, même si beaucoup s'accordent à dire que Lens a fait un très bon match. On a parlé, Michael a mis en avant le fait que il y avait eu un quart d'heure un petit peu qui nous a tous un petit peu fait peur, le premier quart d'heure, et ensuite il y a eu un changement. Peut-être un changement de coaching, c'est pour ça que je vais tout de suite aller vers notre coach attitré de l'émission, Amaury. Est-ce que entre la 15e et la 16e minute, tu as vu quelque chose de différent dans l'équipe pour que la physionomie du match change à ce point-là? Alors, pour corroborer ce que disait tout à l'heure Mickaël, c'est vrai que moi, j'irais même jusqu'à dire 25 minutes où on n'est pas bien. C'est quand même le but qui nous sort un petit peu de tout ça, parce que moi, j'avais noté sur les 12 premières minutes, on était à 29% de possession. On n'avait vraiment pas la balle. Et une autre stat qui est quand même un peu flippante, c'est qu'on avait fait 54% de passes réussies à 18e. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas 3 passes d'affilée, c'est quand même hyper inquiétant. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse modif. On a quand même été chercher un poil plus haut. Au début, on est resté vachement en bas et on était chercher un poil plus haut et on a retrouvé un peu notre pressing qui est bien coordonné, qui nous permet de mettre ce but-là d'ailleurs. C'est Jonathan Claus qui va chercher super haut sur une touche anodine. On n'est pas du tout attentiste, on va aller chercher. Et bizarrement, quand on retrouve cette défense en avançant, et bien bizarrement, on retrouve nos principes de jeu et on marque à la suite. Sam, tu n'avais pas l'air tout à fait d'accord. Ouais, Samuel. Globalement, je suis d'accord, mais simplement, il y a eu un tout petit réajustement tactique. On sait que Franck Hez, il est adepte de ces réajustements tactiques pendant les rencontres. Et alors, est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de hasard? Mais 2-3 minutes avant le but, en fait, on passe à 2 demi-défensifs avec Kakuta en vrai numéro 10 à une pointe basse qui est Cahuzac. Fofana qui remonte un petit peu et comment il s'appelle, Kakuta qui redescend un petit peu. Donc en fait c'était une manière de contrer davantage le bloc rennais et effectivement ça a permis au bloc lensois de remonter un petit peu et la récupération de Klaus qui amène le premier but, elle arrive peut-être 3 minutes après cette légère reconfiguration tactique. Donc voilà, et Francaise, il a cette capacité à sentir le jeu vraiment très très fort et à changer son équipe, à changer de dispositif dans les rencontres, même très tôt dans les rencontres. On s'en souvient également, le but qui avait été inscrit à Dijon, il arrive après une reconfiguration tactique également. Donc voilà, malgré tout, c'est pas à minorer ça. Tony, est-ce que tu as connu, toi, justement, des coachs qui avaient cette faculté à changer la physionomie d'un match quand son équipe était mal embarquée? Oui, il y a eu de grands coachs comme ça qui avaient vraiment cette faculté. Bon, j'avais un coach que j'appréciais beaucoup, c'était en équipe de France militaire, que j'ai revu après en équipe de France A, c'était Roger Lemaire. Après, il y avait Daniel Leclerc aussi. Tous avaient cette faculté de sentir le jeu. Enfin, la plupart avaient, parce que quand on est coach, on est là sur le côté, on est en attente. Après, il y en a qui sont plus fins dans l'appréciation de l'instant T, parce que souvent, il y en a qui attendent la mi-temps, mais il y en a qui au bout de 10 minutes, tout de suite sont capables de changer l'aspect tactique et dire voilà, ou même si c'est pas l'adversaire qui vous fait déjouer, c'est que nous on n'en rentre pas dans le bon schéma et on
on n'adhère pas à ce qu'il a voulu, donc ils sont capables de changer. Je pense que c'est vrai que Daniel était assez fort sur ce point de vue-là, Roger aussi. Après, bon, j'ai connu beaucoup de coachs et c'est vrai que les coachs sentent le jeu, mais il y en a quand même qui sont plus à même à te modifier et à tout de suite prendre en conscience que son équipe prend l'eau ou qu'elle n'adhère pas à son schéma tactique, quoi. Moi, je me permets, je pense que Francaise a vraiment son rôle à jouer sur ce match-là. Je pense que certes, on fait pas une bonne entame de match, mais c'est lui aussi qui a voulu être pragmatique et se dire, OK, on voit que Rennes, ils sont pas bien, ils ont tout le temps la possession, même contre le PSG, ils ont bataillé pour la possession, enfin, ils bataillent souvent, mais au final, ils font pas grand-chose du ballon. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont pas dit, tiens, on va leur laisser volontiers le ballon, de toute façon, c'est pas dangereux, tant de se mettre en place et de nous d'être agressifs et prendre dans le dos très vite. Et au final, on voit que ça a payé, hein. Je pense qu'il y a, certes, on fait un bon début de match, mais c'était aussi une volonté du coach, au début de match. Et Tony parlait de changement à la mi-temps. C'est vrai que c'est un peu une nouveauté de la Ligue 1 2020-2021. C'est que maintenant, on peut plus facilement communiquer auprès de ses équipes parce que voilà, il n'y a pas de bruit ambiant. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'équipe a réussi à autant se relever. Pour toi, Michael, qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier quart d'heure et le reste du match pour que Ouais, non, je pense que c'est ce que ça m'a dit. Je pense que d'avoir remis un peu les choses en place, d'avoir fait remonter Gaël un peu plus et justement donner à Fofana un peu plus d'espace sur le côté, qui a fait que on a trouvé un peu plus de rapidité, je trouve, pour remonter le ballon. Et j'allais poser une question sur tout ce match. Est-ce que finalement, c'est pas le match le plus abouti en termes d'équipe, dans le sens où j'ai vu, moi, sur le terrain, une équipe homogène où tous les joueurs allaient quelque part dans le même sens, c'était sur le même diapason. On a peut-être aussi retenu aussi un peu les matchs précédents où on menait au score et à chaque fois, on revenait à la mi-temps avec un but et on était un peu perdu en deuxième. On l'a vu encore contre Angers. Et je pense que là, ouais, c'est je pense que la leçon a été retenue et puis ça a fonctionné. Ouais. Je voudrais mettre. Oui, Samuel, pardon, vas-y. Non, mais juste pour répondre à ta question, j'oublie pas les très bons matchs qu'il y a eu en début de saison à Lorient contre Bordeaux notamment. C'était des matchs globalement très très maîtrisés. J'ai trouvé que celui-ci avait été aussi bien maîtrisé par l'équipe de Lens. Encore une fois, offensivement et défensivement, avec le rôle des remplaçants. Je sais pas si on va en parler dans quelques minutes, mais voilà, on a senti un vrai collectif, une équipe qui a joué sur ses forces, un bloc compact, et ça a fait la différence. Donc c'est vrai que c'était une performance collective vraiment très très aboutie, mais j'oublie pas qu'il y en a eu d'autres par le passé. C'est d'ailleurs ce qui ressort depuis le match de samedi, quand on regarde un petit peu les commentaires de chacun, les résumés. Tout le monde parle de cet état d'esprit et de cette notion de collectif qui est vraiment développée dans nos rangs. Et c'est vraiment ce qui nous tire vers le haut, même Kakuta, qui est quand même le joueur que nous, on met en avant à chaque fois individuellement. Lui, le premier, dit non, mais surtout l'équipe. Et c'est il a rarement pris autant de plaisir. J'ai lu ça ce week-end, il a rarement pris autant de plaisir. Et même lui met vraiment en avant cette notion de collectif qui est hyper développée et ce qui fait notre force vraiment aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a senti un Gaël Kakuta très libéré. C'est peut-être un de ses meilleurs matchs. En tout cas, on verra si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Tu as parlé du banc, Samuel. Tony, oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste te dire, en plus, ce qui est beau, c'est que le premier but, il vient sur une récupération. Donc, on retrouve vraiment l'esprit lensois d'antan, quoi. Quand je dis d'antan, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Mais non, ce qui est bien, c'est que justement, c'est sur un pressing haut, récupération de la balle, et puis derrière, ça enchaîne directement. Et le but était, voilà, à un moment donné, justement, peut-être où Lens se posait des questions, Lens est capable d'aller chercher un résultat en faisant un pressing haut, quoi. C'est un peu. C'est un peu ça, effectivement, Tony. C'est pour ça, effectivement, que les spectateurs, le public semble se reconnaître dans cette équipe. C'est qu'il y a une équipe qui est beaucoup basée sur le pressing et cette fameuse phrase un peu cliché du football, mais de défendre en avançant. Et le RC Lens se fait bien cette année. Et comme tu le dis, le match a tourné à ce moment-là, où le RC Lens, malgré le fait qu'ils n'étaient pas forcément dans le meilleur moment de leur match, ont réussi à continuer à défendre en avançant. Tu parlais, Samuel, du banc. C'était un petit peu, en tout cas, une question que je me posais en début de saison et que beaucoup de Lensois se posaient. Est-ce qu'on a réellement un banc ? Et là, force est de constater que le banc apporte de plus en plus. Est-ce que on sent une évolution dans l'équipe à ce niveau-là, Sam ?
Bah, déjà, c'est un peu paradoxal ce que tu dis, Thomas, dans le sens où c'est l'une des premières fois où Franck Hez n'utilise pas ses 5 changements contre Rennes. Il a fait rentrer 3 joueurs, mais c'est vrai que les 3 joueurs ont fait une très bonne entrée. Et puis en fait, on va rappeler, c'est donc Mauricio, Ganago et Michelin qui sont rentrés. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai qu'en fait, on a des joueurs qui arrivent et qui s'affirment, et ce qui n'était pas forcément prévu. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, en fait, on se disait, Medina, stopper gauche, c'est l'évidence, il est extrêmement bon, performant, dans le duel, c'est le meilleur, etc. Et puis là, on voit que Massadio Haïdara, il a fait un match plus que correct. Il s'est imposé dans la charnière centrale, donc c'est très intéressant. Quelque chose qui paraissait totalement dingue il y a un mois ou un mois et demi, c'est de se dire, c'est pas si évident, Ganago titulaire, alors que il est rentré, il a fait une excellente rentrée, il a marqué, il aurait pu marquer un deuxième but, mais il se trouve qu'il y a un petit jeune de 18 ans là qui nous bluffe depuis 3 semaines. Donc, bref, Mauricio, c'est pareil, il fait des entrées à la place de Kakuta en tant que numéro 10 où il est assez performant. Donc, en fait, on se dit, effectivement, c'est quelque chose qu'on a entendu depuis le début de saison. Ouais, mais c'est vrai que Lens, c'est 11, 12 joueurs, mais ils n'ont pas forcément de banc. Si, en fait. Il y a des mecs qui nous bluffent. Il y a Franck Hez qui trouve des combinaisons, des manières de jouer qui font que les joueurs se sentent en confiance et sont performants. Donc, c'est très encourageant pour la suite. Tu es d'accord avec ça, Maury ? Oui, ce qui est important, comme le disait Samuel, c'est qu'on a fait que 3 changements cette fois-ci et je pense que ça se resserre un petit peu. Mais les personnes qui disent qu'on n'a pas de banc, on va les inviter à prendre un abonnement à Téléfoot. Ou alors, je sais pas, mais si justement, on n'a pas peur aujourd'hui de mettre Haïdara à gauche plutôt que Silla, même on peut mettre Michelin collé de couloir droit. On sait toujours pas qui sera notre paire de 6 titulaires, même si pour moi là on a de bonnes indications. Devant, on a 3 attaquants qui se bataillent les 2 places. Donc si justement on a une vraie profondeur de banc et la concurrence, je pense qu'en plus elle est saine, donc elle peut être que positive et elle va nous tirer vers le haut. Mais pour le coup là, certes, Ganago met le deuxième but, mais les changements arrivent plus tard que d'habitude. Il en a fait que 3. Donc pour moi, c'est pas forcément les 3 entrants qui ont fait la différence. Même si Ganago marque, on sait pas si d'autres l'auraient marqué, mais en tout cas, oui. Pardon? Non, je dis je ne pense pas. Pour le coup. On en parlera peut-être après, mais au final, il est pas facile son deuxième but parce que la balle arrive haute sur lui. Mais bien sûr. Un 2 contre 1 qui paraît plutôt facile à la base, mais en fait, la de Fofana arrive très haute. Exact. Et c'est un bel enchaînement derrière. Exact. Ouais. Et on voit le chat qui parle beaucoup. Sam, t'as un peu éveillé les foules avec l'histoire de Kalimundo parce que tout le peuple sonore se pose la question sur les modalités du prêt de Kalimundo. Alors, je sais pas si on va vous donner la réponse aujourd'hui, mais dans Culture 101, on va essayer de vous donner la réponse exacte de ces modalités avec nos insiders du RC Lens. Mais on en parlera en tout cas aujourd'hui encore un peu plus d'Arnaud Kalimundo. Michael sur le banc du RC Lens. Ouais, non, pareil. Je pense que après, chacun a sa chance à jouer. Je pense qu'il fait tourner. Je pense qu'il est encore dans l'optique de pas encore. On n'a pas d'équipe type. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'équipe type. Tout le monde est là pour justement s'aider les uns les autres. Et puis non, ouais, comme tu dis, je pense qu'on a un beau bord des remplaçants même. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes en fond de tableau qui aimeraient bien avoir ce qu'on a sur le banc. Ouais. Tony, par rapport à ça, je voulais savoir au cours de ta carrière, c'est quoi le meilleur groupe que tu aies connu? Je parle pas de la meilleure équipe type, mais le meilleur groupe que tu aies connu, banc compris. Ouais, je pense que j'ai connu de belles époques. Alors, je vais pas parler de l'équipe de France parce que on va dire que l'équipe de France à l'époque était championne du monde, donc ça serait un peu facile. On rappelle que tu as eu 8 sélections en équipe de France. Ouais, mais je pense que si il y a une équipe qui fait qu'on peut pas passer à côté, c'est l'équipe quand on était championne de France en 98. Je pense qu'on avait vraiment un groupe et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on est champion cette année-là. C'est pas le fait d'avoir une ou deux individualités, c'est qu'on avait vraiment un groupe soudé, des potes. On jouait les uns pour les autres, on se battait pour le même objectif. Et c'est vrai que ça a été vraiment une des saisons où je me suis régalé à jouer avec Stéphane Ziani, avec un numéro 10 qui cherchait à régaler ses attaquants. Nous, on cherchait les uns les autres à faire marquer un maximum Anto devant. On était vraiment un groupe soudé à cette époque, même si j'ai connu des hauts et des bas dans cette saison-là. Ce qui m'a permis justement de garder la foi et de toujours être au top, c'est que j'avais vraiment un groupe de potes derrière qui m'a encouragé, parce que
faut rappeler qu'à l'époque, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je sortais de 2 saisons titulaires et Daniel Leclerc reprend l'équipe et je me retrouve remplaçant dès le premier match. Mais ce qui m'a permis justement de rester vraiment soudé à ce groupe, c'est qu'on avait un super groupe, vraiment des potes. On sentait pas quelqu'un qui essayait de se détacher, qui essayait de jouer le jeu pour lui, qui essayait de tirer les lauriers ou la couverture à lui. On avait vraiment un groupe soudé. Après, j'ai connu beaucoup de belles équipes, l'époque aussi avec Bastia où on a été jusqu'en finale de la Coupe de France. C'était aussi une super époque, une équipe de potes. Mais à chaque fois que j'ai ressenti ça, on a fait des bonnes saisons, quoi. Et là, en l'occurrence, tu fais référence à la saison Thomas, 2001-2002. Oui, Amaury. Je me permets, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo d'après-match où on voit qu'il y a une vraie communion. Donc ça, c'est classique, la communion après-match, ok. Mais on voit un Kakuta qui sort en rallant, qui est dans le groupe qui saute. On voit Medina qui est mis de côté un peu, ça va pas trop depuis 3 matchs. Il est aussi fou que les autres, même si on sait qu'il est déjà fou à la base. Mais là, dans la joie d'après-match, il est avec les autres. Et donc, on sent que c'est pareil, c'est un poncif du foot, mais on sent que le groupe vit bien quand même. Et il y a des vidéos qui en témoignent, quoi. C'est pas juste une façade. Ça, c'est hyper important, hein. C'est hyper important parce que quelquefois, justement, comme le disait tout à l'heure Sam, il y a des places de titulaires au début de saison. À un moment donné, on est remis en question. Mais si le groupe vit bien, le mec qui est remplaçant, il se dit, voilà, c'est pour le bien de l'équipe. Et quand en plus derrière, il y a les résultats, ça tire de toute manière le groupe vers le haut d'avoir justement un banc qui est de qualité, des jeunes joueurs qui sont là et qui pointent le bout de leur nez. Ça permet de faire évoluer le groupe et dans le bon sens, quoi. Et c'est vrai qu'on ressent ça cette année, et ça passe aussi par le coach qui semble très transparent sur pourquoi tel ou tel joueur est titulaire ce jour-là. Espérons, croisons les doigts que ça continue comme ça, parce que ce sera par là que passera la clé de notre maintien, je l'imagine. On passe aux notes. Je vous propose quelque chose d'un peu particulier pour les notes. Il se trouve que dans la presse, que ce soit dans l'équipe ou la Voix des sports, on va parler de nos milieux de terrain. Cahuzac a toujours eu un petit point de plus que Fofana. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette notation pour ce match face à Rennes? Amaury, peut-être pour commencer. Alors, Cahuzac, c'est difficile d'apprécier sa prestation parce que c'est vraiment, on l'a déjà dit, mais un travailleur de l'ombre. C'est pas le joueur qui est box-to-box, qui va récupérer le ballon, qui va se projeter vers l'avant et qui va faire la différence. Mais il est hyper important. Et pour moi, oui, il a fait un meilleur match que Fofana parce que c'est vraiment lui qui nous permet de trouver l'équilibre. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'en Angers, qu'il nous manque parce que c'est pas visuellement, c'est pas impressionnant, mais il colmate toutes les brèches. Il a juste une lecture du jeu qui est exceptionnelle. À son âge, c'est aussi son âge qui fait qu'il est obligé de lire le jeu avant les autres, peut-être parce qu'il a moins cette capacité à faire les efforts rapidement. Donc, mais pour autant, tous les joueurs de 36 ans n'ont pas cette lecture du jeu. Ouais, mais pour moi, c'est notre vrai point d'équilibre et on s'en rend compte. Et comme il libère vite les ballons, et ben il donne plus tôt, donc les autres ont plus de temps, plus d'espace, et donc il fait briller les autres en fait. Donc pour moi, oui, il mérite. Même si Fofana a fait un match sérieux, j'ai vu que le coach Francaise avait apprécié son match parce qu'il a pas surjoué, je pense surtout. Il a fait un match sérieux, il donne une passe décisive, mais sinon c'est vrai je pense qu'il peut encore plus nous apporter, surtout dans les phases de possession, même si là on n'a pas eu beaucoup de ballons, donc forcément c'est plus compliqué pour un milieu de son type de briller. Fofana, ce qu'on a pu voir peut-être, c'est ses qualités pour conserver un ballon. En tout cas, ça a l'air très très difficile de lui retirer une fois qu'il l'a dans les pieds. Après, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles il doit s'améliorer, comme tout simplement la distribution. Michael, sur Yannick Cahuzac. Ouais, non, je pense que Cahu, il est indispensable. On l'a vu, comme Maurice dit, contre Angers, il nous a manqué grave. Je pense que c'est ça, il fait du travail de l'ombre, il récupère, on l'a lancé à faire des fautes et je pense que il est propre depuis le début de saison et il libère rapidement le ballon, il écarte, il sait que de toute façon il y aura quelqu'un dans son dos sur le côté et non, sincèrement, je pense que son point au-dessus à chaque fois est mérité, c'est clair. C'est clair. Samuel? Plus un, évidemment. Enfin, je vais aller dans le sens de tout le monde. Cahuzac, c'est un métronome, c'est un point d'équilibre, c'est celui qui colmate les brèches dans cette équipe. Tout cela est vrai et j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de fans de Lens qui qui dressaient les louanges de Cahuzac et je pense qu'ils ont raison. Simplement, quelque chose que j'ai un peu moins vu, c'est que Fofana contre Rennes, c'était pas le même Fofana que contre Angers. C'est-à-dire qu'en fait, il était beaucoup plus concentré sur ses tâches défensives et il est sorti beaucoup moins comme il sait faire. Là, on parle de milieu box-to-box, donc capacité à transpercer les lignes. Il l'a fait beaucoup moins souvent. Il était beaucoup plus focus
sur sa tâche défensive. Et c'est d'abord ce qu'on demande à un numéro 6 ou à un numéro 8. Donc, je pense que quelque part, il a davantage aidé Cahuzac qu'il n'avait aidé Cheick Doucouré contre Angers ou contre Nantes de mémoire. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important. C'est cette je pense qu'il doit avoir ça en tête, Fofana, de se concentrer sur les tâches défensives, parce que de toute façon, les 2, 3, 4 fois où il va se projeter, on sait qu'il va être capable de faire la différence. Alors, il a adressé cette fameuse passe décisive qui a été vraiment bonifiée par Ganago, je trouve, mais il est quand même capable de transpercer les lignes, d'apporter simplement d'abord focus défense. C'est seulement s'il est focus défense qu'il va devenir un joueur très important et capable de faire des diffs offensivement. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Mais je pense que c'est lié au contexte aussi. Il a eu de longs mois sans jouer. C'est le plus gros transfert du club. Donc, il s'est dit, je reviens. Là, il commençait déjà à cristalliser les attentions. Hein. On voyait qu'on disait, mais on a mis 10 millions, il nous apporte rien. Donc, je pense qu'il s'est dit, il faut que je surjoue, il faut vraiment que je montre que je vaux et que je fasse des différences. Mais c'est pas là où forcément on l'attend. Il y a des joueurs comme Kakuta devant pour faire les différences. Et donc, ça revient à ce que tu dis, Samuel. Fais d'abord ton travail de récupérateur. Tu étais dans une zone du terrain qui nécessite d'abord à récupérer les ballons avant de briller et marquer des buts. C'est pas ce qu'on lui demande en priorité, en tout cas. On a Diouz et Julien dans les commentaires qui vont un peu dans votre sens, qui disent qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais effectivement, Fofana a joué plus simple. Et c'est ce qu'on lui avait demandé la semaine dernière dans Culture sans erreur. Donc, visiblement, Seco nous écoute. C'est incroyable. C'est incroyable, Laura Conda. Tony, alors j'ai déjà François qui te remercie pour le triplé Lens Bastia 98. Voilà, donc ce message est passé. Et je voulais te poser une question parce que toi, tu as arrêté ta carrière à 37 ans. Yannick Cahuzac a 36 ans. Et ils en rigolent pas mal dans le vestiaire, je crois qu'ils l'appellent le vieux. Est-ce que tu penses qu'un numéro 6 comme Yannick Cahuzac peut encore durer longtemps en Ligue 1? Après, tout dépend de. Enfin, moi, je pense que tant que tu n'arrêtes pas et que tu es toujours motivé, que tu n'as pas de grosses blessures, parce qu'après, il y a des pépins je sais qu'il y a un problème au genou récurrent, enfin, ce genre de choses. Moi, j'ai même joué jusqu'à 39 ans. Bon, c'était en national, d'accord, mais à un niveau quand même correct. Et en fait, si tu n'arrêtes pas, si tu es toujours en activité, si tu n'as pas la malchance à l'âge là d'avoir une grosse blessure qui t'arrête pendant un an, parce que c'est déjà hyper compliqué quand tu t'arrêtes 6 mois ou 1 an suite à une grosse blessure et que tu es jeune, mais plus tu arrives dans l'âge. Comment ? À cause du Covid, parce que ça a du coup arrivé à Yannick Cahuzac cette saison finalement d'être arrêté 6 mois. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas pareil parce que bon, c'est sûr, c'est jamais bien, mais c'est pas la même chose qu'une blessure musculaire ou qu'un genou, les ligaments croisés ou quelque chose qui demande une rééducation derrière. Là, c'est sûr que voilà, un pépin de santé, ça n'arrange personne. Mais je pense que, bon, comme on le disait tout à l'heure, en plus, Cahu, c'est un mec d'expérience qui a joué quand même depuis une paire d'années, qui a cette expérience et surtout cette intelligence de jouer simple. Tout à l'heure, j'entendais Sam qui disait justement que Fofana a joué plus comme il le fallait sur ce match-là. Et c'est aussi là la force d'un joueur. Et un joueur d'expérience, justement, ne tombe plus dans ce genre de travers, c'est qu'il joue simple. Un numéro 6, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de récupérer la balle et de la donner le plus vite possible vers l'avant. Si votre numéro 6, il perd le temps de vouloir porter la balle et l'amener aux attaquants, c'est déjà une demi-seconde de perdu et c'est déjà trop tard. Donc le foot va de plus en plus vite en plus. Et donc, il faut absolument que les joueurs soient bien cadrés. Alors, comme on le disait aussi, c'est normal quand on arrive, on a coûté cher, on veut prouver qu'on est bon. Donc souvent, on surjoue, on veut faire plus que ce qu'on nous demande. Et c'est vrai que c'est là la différence entre, je pense, Cahu et Fofana, c'est que, à mon avis, lui, il ne tombera pas dans ses travers. Il sait ce qu'il doit faire. Il a cette expérience et il le fait très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est bon, parce que ce qu'il a à faire, il le fait bien. Et on a dans le chat une tendance pour dire on pense qu'il peut encore faire une saison de plus au RC Lens en tout cas. Bien sûr, tant qu'il n'arrête pas. C'est là où je voulais en venir, excusez-moi. Mais tant que tu n'arrêtes pas, que tu n'as pas de gros pépins musculaires ou articulaires et que tu continues à jouer, à t'entretenir, bien sûr que tu perds de la vitesse, bien sûr que tu perds de la vivacité. Mais je peux vous dire que moi, à 39 ans, quand j'étais à Guignon, et pourtant, je faisais plus la récupération que je faisais en tant que professionnel, puisque j'étais en plus propriétaire du club. Donc, on devait gérer aussi pas mal de soucis en dehors. Et je peux vous dire que je tenais la cadence parce que
je m'entretenais parce que je faisais ce qu'il fallait pour être là et surtout, j'ai pas eu de gros pépins. Amaury. Oui, je voulais juste demander, Tony, est-ce que Caillou était déjà là quand tu jouais à Bastia? J'ai joué un petit peu, alors pas la première saison en 2001-2002, mais quand je suis revenu la saison je crois que c'était 2004-2005 ou 2005-2006. 2004-2005, oui, tu étais à Bastia. 2004-2005. Il jouait, et j'ai joué aussi contre lui avec Tours. La dernière saison à Guignon, mon dernier match d'ailleurs, avec Guignon, avant la liquidation malheureuse du club. On a joué à Bastia, c'était notre dernier match et Caillou était au marquage parce que moi j'étais redescendu d'un cran, d'habitude je joue attaquant et là j'étais redescendu numéro 10 et donc j'avais Caillou au marquage, quoi. Donc c'était rigolo. Tu préférais jouer avec lui du coup ou contre lui? C'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui est toujours présent, donc c'est sûr que c'est dur de l'avoir contre soi. On préfère l'avoir dans son équipe, ça c'est sûr. On va maintenant, en parlant de Yannick Cahuzac, parler du carton rouge pour ce match. Je suis très fier de cette transition, je suis désolé. Tony, on va pas faire l'affront de t'en demander un, mais par contre, alors, Amaury, est-ce que tu donnes un carton rouge à ce match, à quelque chose ou à quelqu'un lié à ce match? Alors, en préparant l'émission, forcément, j'ai regardé à qui on peut mettre ce carton rouge, même si le terme sera fort par rapport à notre victoire. Mais moi, je vais quand même parler d'Isiaga Silla. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai regardé bien attentivement le match. Silla, qui joue dans un poste de piston gauche qui est quand même assez offensif, il fait 0 centre réussi. Il en tente 3, je crois, il en 3. 59% de passes réussies et 5 pertes de balles, qui est le total le plus élevé du match. Donc, pour moi, j'aime bien ce joueur. J'aime le rythme qu'il met, l'intensité qu'il met dans les duels, etc. Je trouve qu'il est juste un petit peu moins juste qu'au début de saison. Et tu vois, plus de dribbles réussis qu'un joueur comme Kakuta qui est dans la densité sans cesse. Ça montre quand même ça dénote un certain déchet sur ce match-là. Donc, forcément, il fait pas un match horrible et c'est pas non plus le pire joueur du match. Je trouve juste que c'est dans la lignée des derniers matchs où il est un petit peu moins juste techniquement. Tu t'attaques au chouchou de Samuel, donc je vois Samuel pas très content. Ouais, alors c'est mon chouchou, celui-là, je reconnais, mais si tu me poses la question, Thomas, moi je vais adresser mon carton rouge à la production de cette émission. D'ailleurs, je te sors le carton rouge, Thomas, parce qu'en fait, on nous demande, juste pour que les gens sachent, on nous demande de sortir des cartons rouges toutes les semaines, alors qu'on a une équipe de Lens qui fait des bons matchs, qui fait des super matchs et qui s'arrache. Stéphane, tu peux le mettre à qui tu veux le carton rouge. Non, mais je ne mettrai pas à nos amis rennais qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, je mets ce carton rouge à la production de l'émission qui nous pousse à faire de la délation vis-à-vis des joueurs de Lens. Et je trouve ça pas bon. Ah bah d'accord, mais tu t'en sors pour cette semaine, Samuel, mais c'est la dernière fois. Michael, est-ce que tu as un carton rouge à mettre sur ce match? Ouais, bah du coup, j'hésite alors parce que non, moi je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre quand même à ce que j'ai dit au départ. Je pense que je vais le mettre par rapport aux 20 premières minutes. Voilà, contrairement au score, on gagne 2-0, on prend les 3 points, mais je pense que contre d'autres équipes, les 20 premières minutes qu'on a fait avec 20% ou 26% de possession de balle, je pense qu'on parlait tout à l'heure en antenne du match en retard au Vélodrome. Je veux dire, si à Marseille, on rentre avec 20 minutes comme ça, je pense que l'affaire va être vite pliée. Donc, je pense que voilà, le carton rouge, je mettrai ça aux 20 premières minutes. Ouais. Michael trouve quelque chose d'intéressant pour ne pas mettre un carton rouge à un joueur, Sam. Hein. Il faut. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais je plaisantais tout à l'heure. Mais je rebondis sur ce que dit Michael. Souvenez-vous aussi le match contre Paris. Le premier match à domicile, l'équipe de Lens est copieusement dominée, mais ils réussissent à tenir quand même. Alors, effectivement, tout à l'heure, Amaury parlait de stratégie délibérée de la part de Franck Hez. C'était peut-être aussi ça. Hein. Voilà, on est face à une équipe qui est pas en grande confiance, avec une domination stérile. Ok, on vous laisse le ballon et vous allez voir comment on va vous cartonner en contre en deuxième mi-temps. C'était peut-être ça aussi la stratégie. Hein. Donc à voir. Tony, je vais mettre un carton rouge et du coup je vais te lancer là-dessus. Julien Stéphan, après le match, a déclaré jouer le maintien. Il a dit on est sur un rythme de maintien, donc faut pas se mentir, on joue le maintien. Est-ce que c'est pas un peu indécent quand on voit l'effectif de Rennes, le budget, les joueurs qui ont été recrutés cet été, de parler de maintien pour le Stade Rennais, parce que je pense qu'il y a des entraîneurs de fin de tableau qui aimeraient bien jouer le maintien avec l'effectif du Stade de Rennes. Oui, mais ça c'est exactement comme quand Giroud démarrait ses saisons à mon époque. Et il disait qu'à chaque fois, il jouait le maintien, alors que chaque année, il jouait l'Europe. Donc,
oui, voilà, c'est une façon de rester humble, mais voilà, ça c'est dans la sphère du foot, c'est toujours bien de pas partir l'échafaud en disant voilà, nous on veut être européen, on veut être champion. Voilà, je pense que c'est une façon juste de dire voilà, oui, on joue le maintien, mais évidemment qu'avec les recrues qu'ils ont fait, ils veulent jouer bien plus que ça. D'ailleurs, ils font la Ligue des Champions, donc je pense que les recrues ont été faits aussi en fonction de ça, même si malheureusement, ils démarrent pas comme il faudrait. Ouais, et la Ligue des Champions, donc dont le Rennes est déjà éliminé, donc Stéphane aura à gérer un effectif large avec juste la Ligue 1 maintenant. Sam, tu voulais rajouter sur. Juste, il me semble que Julien Stéphan a pas dit exactement on joue le maintien. Il dit enfin, l'équipe de Rennes doit avoir l'attitude d'une équipe qui joue le maintien. C'est-à-dire, en fait, c'est avoir l'attitude, en fait, de chien. Ouais. C'est avoir une attitude de guerrier. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, sur le papier, l'équipe de Rennes est plus talentueuse que celle de Lens, et celle de Lens a quelque part mangé celle de Rennes. Donc, en fait, ce qu'il disait quelque part, c'est que si les joueurs de Rennes mettent pas les ingrédients de combat et de volonté d'abnégation, en fait, d'être meilleur que l'adversaire, ça se passera mal. Donc, c'est la base. Cette attitude de mort de faim, en fait. C'est ça qui manque. Bon, ok, moi je l'avais entendu bon voilà, j'essaie toujours de trouver des sujets qui piquent un petit peu, mais je l'avais pas entendu de cette manière-là, mais effectivement, bien joué Samuel. On va passer au quiz, c'est la mi-temps de Culture Sans Erreur. Le quiz, alors j'ai un message d'un certain Greg L qui dit à Sam ce soir c'est ton soir concernant le quiz. Alors je sais pas à qui est ce Greg L, mais j'ai ma petite idée. On passe tout de suite au quiz. Alors donc on a Kalimundo qui a marqué un but. On le sait, c'est l'un des joueurs, l'un des attaquants les plus jeunes de Ligue 1. Donc ma question sera simple, quels sont les 10 plus jeunes buteurs de Ligue 1 cette année? Les 10 plus jeunes joueurs à avoir marqué un but en Ligue 1 cette année. Je viens de donner un petit indice. On va commencer par Amaury. Je vais prendre le plus simple, Kalimundo. Kalimundo, ouais, donc qui est le 5e plus jeune avec 18 ans et 10 mois. Tony. Ouais, je pense que Mbappé doit pas être mal, non? Eh bien, Mbappé est un peu. Il est plus dans la course, il est un peu trop vieux. Maintenant, il n'y a plus que des joueurs de 19 ans. Ouais, il est trop vieux, Sam. J'allais dire Mbappé aussi. Ouais, je vais tenter Ganago, mais faute de mieux. Non, Ganago est trop vieux. Non, il faut aller plus jeune que ça. Michael. Non, moi j'aurais dit le René là, qui vient d'arriver en équipe de France. Ouais, c'est ça. Eduardo Camavinga, donc c'est bon pour Michael qui reste en jeu. Amaury. Non, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Attends, je vais. Colomboigny de Nantes. Colomboigny de Nantes, même lui est un peu trop vieux pour rentrer dans ce classement, ouais. Et Michael, peut-être un indice, il joue à Saint-Etienne. T'as dit qui, Sam? Gouiri de Nice, non? Gouiri, pareil, un peu trop vieux aussi. Il y a un Stéphanois qui a fait un très bon début de saison. Michael, t'es encore en jeu, Michael, sur. Aouchiche. Ouais, c'est Aouchiche, c'est ça. Après, on a Mboukou, Truffert, qu'on a affronté ce week-end. On a le Lyonnais là qui a pris un rouge là ce week-end. Et lui non plus est aussi trop vieux. C'est fou, hein. Il y a des joueurs de 18 ans maintenant qui marquent. Donc on a William Goebbels de Monaco, Badiachil évidemment, et Kefren Turam de Nice, et Pietro Pellegrini de Monaco qui vient fermer avec c'est un vieux, hein, Pellegrini, il a 19 ans et 8 mois. Voilà, donc c'était le top 10 des plus jeunes buteurs de Ligue 1 cette année. On peut tout de suite passer à la seconde mi-temps. Alors, vous êtes toujours dans Culture Sans Erreur, on le sait, aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. J'aime bien dire à Tony que tu es un invité exceptionnel parce que moi, ça m'a fait un plaisir fou de te recevoir. Tu sais, Tony, que pour un mec comme moi, c'est presque le rêve d'une vie de pouvoir avoir une discussion avec toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Du coup, on va en profiter pour… Ah, est-ce que tu vois mes yeux briller depuis le début de cette émission? C'est ça, alors, depuis le début. J'avais l'impression que tu avais bu un coup, mais non, c'était pas ça alors. Ah non. Je suis totalement sobre. Je suis juste ivre d'admiration pour toi, Tony. Je vais te dire juste un petit truc me concernant. Mon but préféré de toi, c'est pendant ton comeback à Lens, quand tu as marqué contre le LOSC, que je trouvais que c'était tout un symbole. Et voilà, j'en rêve encore. Je vais te poser une question, Tony, pour commencer. Et après, on passera aux questions de nos viewers. Je me demande, est-ce que toi, tu te rends compte, Tony, que tu es peut-être l'icône numéro 1 du RC Lens, le joueur qui représente le mieux le RC Lens? Est-ce que tu te rends compte que tu as probablement cette position? Bon, après, c'est difficile. C'est vrai que souvent, quand on me pose la question, on m'a déjà posé cette question. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir avec les gens dans le Nord?
Et oui, je m'en rends compte. Je vais pas je vais pas dire comme Stéphane que je joue le maintien, mais oui, bien sûr, je vais pas jouer les mauvaises langues. Je m'en rends compte. La preuve, c'est qu'à chaque fois que je remonte dans le Nord, voilà, c'est toujours des gens qui viennent me voir avec toujours de belles paroles. C'est toujours réconfortant en plus parce que dans d'autres coins de la France, on ne vient plus me voir, quoi. Donc je sais qu'à Lens, c'est vraiment l'effervescence. Quand je veux reprendre un petit peu de baume au cœur, je reviens dans le Nord, quoi. Mais non, mais trêve de plaisanterie. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe, d'une époque où on a été champion de France, ce qui n'arrivera peut-être plus jamais. Enfin, j'aime pas dire plus jamais parce que c'est vrai que quand on voit la masse financière que les Qataris peuvent mettre, on se dit qu'on ne voit pas beaucoup d'autres équipes que Paris être champion. Oui, bien sûr, mais bon, ça reviendra, mais les gens ne le voient pas revenir de sitôt. Et moi, je pense qu'avec si on continue à jouer comme ça reviendra plus vite que prévu. Maintenant, oui, l'impact que j'ai au niveau des gens, j'en suis fier, mais je sais que c'est le fait d'avoir eu la chance de faire partie d'un groupe, comme je le disais tout à l'heure, un groupe de potes qui avions tous les yeux rivés mais vers le même objectif, c'était le football avant tout, quoi. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu déçu quand je regarde le football actuel parce que j'ai pu dans certains matchs, j'ai plus l'impression que les joueurs jouent en équipe. Les joueurs jouent parce que voilà, c'est devenu aujourd'hui un sport individuel dans un sport d'équipe, et ça c'est dommageable parce que c'est déjà à mon époque le fait d'être un attaquant, on était toujours mis plus en avant que les autres parce que on marquait. C'est comme le chanteur d'un groupe de rock finalement. Exactement. Mais des fois, tu fais un match pourri, tu marques un but, on dit le lendemain dans les journaux, voilà, c'est lui qui a fait marquer, c'est Tony Vérel qui a fait marquer le but. Alors que non, j'étais assez, j'avais la tête sur les épaules pour savoir que j'avais fait un match pourri et que voilà, j'avais été juste au bout d'une passe décisive ou lors d'un match où l'équipe avait tenu bon. Donc voilà, c'est une immense fierté d'avoir cette image à Lens. Alors numéro 1, je sais pas parce que je suis encore, je dirais pas trop vieux pour ne plus être connu, mais il y a eu bien d'autres joueurs qui ont marqué bien plus de buts et qui ont peut-être aussi marqué les esprits. Maintenant, c'est une immense fierté pour moi parce que en fait, les gens du Nord, pour moi, ça a été ma deuxième famille au niveau du foot, quoi. C'est vraiment, et c'est comme ça. Je pense qu'il y a eu une communion entre le public et moi parce que je pense être quelqu'un de naturel. Je suis dans la vie comme je suis sur un terrain. Les gens l'ont ressenti. Les gens ont ressenti que j'adorais ce que je faisais sur le terrain et que je prenais énormément de plaisir. Et ça, quand vous prenez énormément de plaisir, il y a qu'à voir. Quand je marquais un but, je courais. Des fois, les coéquipiers se moquaient en disant que je courais plus vite après qu'avant. Je pense que les gens, quand ils vous voient partir comme un fou comme ça, être tellement heureux d'avoir marqué pour leur équipe, que là, vous partagez l'instant. Moi, ce qui me choque des fois, c'est toutes ces célébrations qui sont faites aujourd'hui, où c'est des célébrations qui sont préparées à l'avance. Alors, bien sûr que ça m'est déjà arrivé aussi dans ma carrière. Une fois, pour la fête des mères, j'avais préparé une banderole. Voilà, ça arrive. Mais je sais que, allez, 99% du temps, quand je marquais un but, c'était l'explosion de joie, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous partagez avec le public. Et ça, le public s'en souvient et le public est heureux de partager avec vous. Et quand vous partagez ce genre de moment, tu disais tout à l'heure, le coach de l'émission disait tout à l'heure qu'on voit une équipe qui fête ses matchs à la fin des rencontres. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça, quand le public, les gens voient ça, quand vous allez fêter la victoire avec le public, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Surtout avec notre public. Amaury, tu voulais rajouter? Ouais. Moi, j'avais juste une question pour Tony. On parle d'échange avec le public, là. Moi, un certain 9 mai 98, j'avais 6 ans et j'étais dans les travées de Bollard vers 3h du matin, si tu vois de quoi je parle. Ça doit être assez fou à vivre, non? C'est magique. Franchement, c'est plus que fou. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est surréaliste. Quand je repense à cette scène, à l'arrivée à l'aéroport, des gens qui sont l'aéroport bondé de monde. Je veux dire, quand je reprends l'avion aujourd'hui, que j'arrive à Lille, je regarde cet aéroport qui est quand même assez grand
Et je me dis, mais il n'y avait pas de place pour passer, quoi. On passait, d'ailleurs, on n'a pas pu prendre nos sacs, récupérer nos sacs, on passait au milieu. Et pour la petite histoire, Gervais Martel, qui devait traverser la même foule et arriver dans le bus, il était au bord de la syncope, quoi. Et les gens nous tiraient les cheveux. Je me rappelle à l'époque, j'avais les longs cheveux. Les gens, pour nous embrasser, ils nous tiraient les cheveux. C'était la folie. Et arriver à 4h ou 3h ou 4h du matin dans un stade quasiment plein, je pense que c'est une première. Et ça restera dans les annales du foot parce que c'est extraordinaire. Ce que j'ai vécu là, c'est un moment fabuleux, magique. Il n'y a pas de mots, quoi. C'est vraiment et c'est cette communion. D'ailleurs, ça prouve que les gens étaient vraiment heureux pour nous, quoi. Et nous, on était heureux de partager ça avec eux. Je sais pas toi, mais moi j'en ai encore des frissons. Hein. Ah non, mais moi aussi. À chaque fois que je rentre dans ce stade, ce qui est magique, c'est que même quand je reviens voir un match à Lens, j'ai la chance de temps en temps de pouvoir aller sur le banc justement avant le match, près du banc, quoi, à l'échauffement, et c'est toujours aussi magique, quoi. C'est tout ce stade, cette tribune complète qui est quand même unique en France, qui est aux couleurs des sang et or. Tous les copes de tous les clubs sont généralement derrière les buts. Là, c'est quand même le seul qui est sur le côté et c'est magique, quoi. Franchement, si un jour un président arrive à Lens et essaye de changer ça, je pense que ça va pas être très très facile pour lui. En tout cas, c'est clair. Ah non, mais ça sera faisable. N'est-ce pas, Mika? Je suis tout à fait d'accord. Ouais, on saura l'accueillir, ce président-là. J'ai une question sur Twitter de Jean Connery qui parle de ton départ, Tony. Il dit, Tony, ton départ pour Lyon fut une obligation financière de Gervais Martel ou un choix sportif de ta part? Ce départ, alors raconte-le-nous. Alors, je pense un peu des deux. C'était, je pense, pas une obligation financière, mais c'était une grosse manne financière qui rentrait pour le club et c'était important. Moi, il me restait plus qu'un an de contrat. Donc, quelque part, si je restais un an supplémentaire, le club ne touchait plus rien. Donc, c'était soit me faire re-signer, prolonger ou partir. Je pense que le club, c'était intéressant pour eux, c'était le bon moment aussi. J'aurais pu demander la saison d'avant quand on est champion. Je pense, un des rares à ne pas avoir demandé de partir. Et d'ailleurs, pour ça, Gervais Martel a été vraiment. Je tiens à saluer son geste parce que j'ai même pas demandé une augmentation, mais il m'a augmenté sans que je lui demande quoi que ce soit. Il m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, écoute, tu es un des rares à ne pas ni avoir demandé d'augmentation ni à partir, et je t'augmente. Et il m'a augmenté assez significativement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'était une belle augmentation. Et franchement, à la fin de la saison, c'était bien aussi de pouvoir apporter cette somme d'argent. J'étais fier de rapporter cette somme d'argent à Lens. C'était aussi pour moi un nouveau challenge. J'en avais parlé à Gervais Martel. Moi, ce que je voulais, ce qui m'avait un peu frustré dans cette dernière saison que j'ai fait à Lens, c'est de faire cette Ligue des Champions et de ne pas avoir un vrai numéro 10, quoi. Et si on avait eu, je pense, quelqu'un comme Stéphane Ziani pour cette Ligue des Champions, je pense qu'on aurait vraiment pu faire vraiment un coup. Et comme l'a fait Kiev, quand on voit ce qu'ils ont enchaîné derrière, alors qu'on aurait, je pense, certainement pu même être devant eux avec cette équipe. Je pense qu'il y a des regrets à avoir et c'est la seule chose que j'ai dit à Gervais Martel. Je dis, moi, bien sûr que j'ai envie de partir parce que j'ai envie de connaître de nouveau la Ligue des Champions. Mais ce qui pourrait me faire rester, c'est si vous recrutez un numéro 10. Et je lui avais cité d'ailleurs 2-3 joueurs que j'avais, comme Moravchik, ce genre de joueurs qui étaient vraiment des vrais numéros 10 et qui jouaient en équipe, quoi. Benarbia, je me rappelle. Bref, et je lui avais dit, moi, je suis prêt à rester, mais si c'est vraiment pour jouer le haut tableau et reconnaître de nouveau la Ligue des Champions. Après, je pense que voilà, c'était intéressant pour tout le monde et c'est pour ça que je suis parti. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. Et parce que moi, je savais déjà que je partais, c'était déjà dans les tuyaux et c'était quasiment déjà fait. Et Gervais, à l'époque, m'avait demandé, enfin le club, pas Gervais lui-même, mais le club m'avait demandé de garder ça un peu secret, mon départ, parce qu'ils étaient en pleine campagne de réabonnement. Et c'est vrai que c'était beaucoup de départs. Il y avait déjà Frédéric Dehuc qui s'en allait en fin de contrat, qui était une pièce importante de l'équipe aussi. Donc voilà, il fallait que je ne dise pas tout de suite et j'ai pas pu faire mes adieux à mon public, au public que j'adorais. Et ça a été un grand regret, mais
il fallait que ça se fasse comme ça. Alors, Tony, avant de passer à la question d'Amaury, en préparant l'émission, j'ai découvert qu'il y allait avoir un documentaire sur toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de documentaire? C'est un documentaire que j'ai fait il y a bien longtemps. Je venais d'arriver à Bordeaux. Et en fait, c'est un documentaire qui retrace un petit peu ma carrière dans les yeux de coéquipiers que j'ai pu avoir ou d'entraîneurs. Et c'est quelque chose qui a été fait depuis un petit bout de temps, mais qui est en préparation. Et je pense que c'est vraiment un super docu. Il mérite enfin, c'est pas parce que ça me concerne, mais je pense que ça parle un peu même du football en général et c'est bien d'avoir l'avis de personnes qui ont ou joué contre toi ou qui ont été ton entraîneur ou qui t'ont côtoyé à un moment donné et pas toujours des avis aussi de gens qui sont à 200% pour toi, quoi. Ce sont des gens qui sont positifs et franchement il a été bien fait, quoi. Et, Amaury, tu avais une question du coup? Ouais, une question un peu par rapport à Tony, ce qu'on disait tout à l'heure, à Fofana qui déjoue parce que montant du transfert, etc. Est-ce que, bon, justement, toi, c'est 8 millions d'euros quand tu pars à Lyon, ce qui représente au moins 40 aujourd'hui. Hein. Je pense que x5, on crie pas trop fort. Est-ce que c'est pas trop compliqué quand on est attaquant comme toi, qu'on a conscience de 8 millions d'euros, on représente 8 millions d'euros? Est-ce que ça nous fait pas déjouer devant le but? Est-ce que ça nous porte pas préjudice? C'est pas trop compliqué à gérer? Bah, écoute, oui, c'est sûr que de toute manière, tu sais quand tu arrives dans un club que tu as coûté énormément d'argent, tu te dois d'être performant. Après, moi, je me suis jamais mis la pression. J'étais pas du genre à me mettre la pression facilement. Au contraire, là où je me suis mis le plus la pression, tu vois, tu parlais de la saison à Rennes, c'est quand je suis redescendu jouer en équipe réserve avec Rennes. C'était en fin de carrière et là, sincèrement, j'ai connu ce que c'était que la pression parce que tu redescends en équipe réserve dans une équipe de jeunes qui va à 2000 à l'heure, mais qui regarde les anciens qui viennent plutôt comme un concurrent, alors que moi, je me rappelle à mon époque, c'était vraiment une joie de jouer avec les anciens pros. C'était une autre mentalité, tout le monde voulait gagner sa place. Je me mettais plus la pression là, en redescendant avec l'équipe de Rennes, plutôt que de jouer la Ligue des Champions ou d'aller, justement, quand je suis arrivé à Lyon, c'était au contraire le bonheur. Et puis j'étais sur une phase vraiment ascendante où je venais de sortir d'une Ligue des Champions avec Lens, d'un titre de champion, d'une Coupe de la Ligue. Donc j'étais en pleine confiance, quoi. Donc quand tu arrives et que tu es en pleine confiance, j'ai réussi à marquer dès mon premier match. J'ai marqué 4 buts en 3 matchs. Donc c'était bien parti pour moi. Donc heureusement, c'est vrai que je te rejoins si dans les premiers matchs, tu as du mal à trouver le filet, que tu as du mal à justement à concrétiser tes occasions. Là, tu peux te mettre la pression en te disant oui, j'ai coûté cher, il faut que je sois performant. Mais après, je te dis, j'ai plus eu la pression, moi, dans ma carrière, quand je redescendais jouer en réserve, parce que je me disais, mais voilà, déjà, tu te mets la pression parce que tu veux être bon, alors que c'est un niveau où tu as du mal à te concentrer, parce que c'est pas que tu as du mal à te concentrer, c'est que tu as du mal à motiver quand tu viens. Tu sors d'un match où tu avais 80 000 personnes, enfin d'une saison où tu jouais devant 80 000 personnes, et là tu t'entends parler comme aujourd'hui. Ça doit être frustrant de jouer dans un stade où on s'entend parler, où on entend notre coach qui nous donne toutes les instructions. Alors ça a des bons côtés, mais ça a aussi un aspect frustrant, parce que vraiment c'est là que tu sens que tu n'as pas le public. Moi, c'est ce qui m'a toujours porté, quoi. Je veux dire, pourquoi à l'époque où je suis parti à Lyon, je suis pas parti à Monaco, par exemple, à la trêve, c'est parce que je me voyais pas jouer devant un stade à moitié vide, quoi. Plus quand tu as eu la chance de connaître Lens, c'est difficile de partir ailleurs, quoi. Je vais te lire quelques messages à la volée dans le chat parce que des gens ont envie de te témoigner de leur amour. Donc on a Jean-Baptiste qui dit Tony, c'est le joueur qui m'a fait aimer Lens et le foot en 98. Quelle joie de le voir ce soir. On a Sébastien qui dit salut Tony, quel joueur, tu m'as impressionné à Lens. Johan Cellier qui dit merci à toi pour ce que tu as fait pour notre Racing. Et Guigui qui dit salut les gars, salut Tony, tout simplement. Et il y a beaucoup de questions qui reviennent sur forcément un fait marquant de ta carrière au RC Lens, cet incident avec Dixon. On doit t'embêter avec ça très très régulièrement. On a une question sur Twitter de Emric1906 qui dit comment as-tu pu rester aussi stoïque après ce que Dixon t'a fait? Et également Stuo Kwai qui nous dit Tony, as-tu des rancœurs contre Dixon?
lui dit ne jamais avoir digéré. Alors Tony, et on demande aussi dans le chat si tu as recroisé ce joueur Lee Dixon. Non, alors jamais. Jamais, justement, et pour le documentaire, on a essayé les personnes qui ont réalisé ce documentaire ont essayé de contacter Lee Dixon, il n'a jamais vous répondu positivement. Je pense qu'il sait très bien que ce qu'il a fait n'était pas vraiment très catholique. Et bien sûr que ça reste une énorme frustration pour moi. Alors pourquoi j'ai rien dit ce jour-là? Parce que c'était pas dans ma mentalité de discuter une décision d'arbitre. Je pense que j'ai été beaucoup plus abattu de voir ce carton rouge brandi et c'était pas dans mon tempérament de me plaindre. Maintenant, de toute manière, ça servait à rien. Je savais très bien quand un carton rouge était sorti, ça servait à rien de discuter. Beaucoup m'ont dit mais comment tu as pu rester aussi stoïque, aussi digne après un carton? Il n'y avait rien à faire de toute manière. C'était la dernière minute de jeu. Je savais que de toute manière, moi, c'était horrible de regarder le tableau d'affichage, de voir 89e minute, de prendre un carton rouge qui n'était pas mérité. Et moi, je le savais. C'était vraiment pour moi l'incompréhension la plus totale. Mais de toute manière, ça servait à rien de discuter. En plus, moi, je suis très mauvais en anglais. Donc, je me voyais pas commencer à essayer de demander une explication à l'arbitre, ce qui servait de toute manière à rien. Et en plus, en anglais, ça aurait été la plus risible qu'autre chose. Ouais. Why this red card? Voilà ce que j'aurais dit moi, mais je ne maîtrise pas non plus très bien la langue de Shakespeare. Ou alors à la Basile Boli, je me serais roulé par terre. C'est ce qu'on aurait attendu, mais c'était impressionnant effectivement ta réaction à l'époque. C'est aussi peut-être pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Au-delà de ce fait de jeu, c'est ta réaction qui a été assez impressionnante. Merci en tout cas Tony d'avoir répondu à toutes ces questions. Encore une fois, merci d'avoir répondu à cette invitation. On va parler un petit peu des supporters du RC Lens, Tony, que tu aimes tant et qui t'aiment tant, qui te le rendent bien. Je pense, Michael, on t'invite car tu fais partie de l'association Mineurs de Fond. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire en quoi consiste ton association? Tout simplement comme les autres, on est là pour supporter le Racing dans les mauvais moments. On est été créé il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. On a repris le relais d'un groupe qui s'appelait les Ch'tis Mineurs à l'époque, qui était sur Carin. Et donc là, voilà, on est comme tout le monde. On est un peu triste de ne pas pouvoir justement se déplacer et de retrouver notre Bourbolarte. Donc voilà, on a à peu près 150 membres et voilà, tout se passe bien. On a hâte de pouvoir à nouveau se casser la voix les samedis et les dimanches au stade. Et je pense que ça manque à tout le monde. Pardon ? Parce que je pense que ça manque à tout le monde parce que même les gens qui regardent à la télé les matchs, exactement, sans le public, c'est pas pareil. Hein. On a le cul de regarder dimanche, d'être dans le fauteuil. J'ai ma femme qui prend des cacherots tous les week-ends parce que forcément, on a avec le gamin dans le canapé. Non, mais voilà, non, c'est vraiment hâte vraiment tant qu'on retourne au stade. Ouais. Et justement, je voulais savoir avec toi, Michael, est-ce que Mineurs de Fond est plus ou moins lié justement à tous les événements qu'on peut faire autour de la Sainte-Barbe et du RC Lens, parce que forcément, il y a Mineurs de Fond dans le nom. Non, ça n'a rien à voir. On avait juste pris en fait la bande de potes à un moment où il fallait trouver un nom pour le groupe. On est resté fidèle à la chanson tout simplement de Pierre Bachelet. Et puis voilà, on voulait justement trouver un nom pour avoir les valeurs justement d'où on vient. Et voilà, tout simplement. Mais bon, ça n'a rien à voir. Justement, malheureusement, on n'a pas pu avec la Fédé cette année Lens United faire des animations pour la Sainte-Barbe. Donc j'espère que ça sera partie remise. Ouais. J'ai vu que le club a sorti un maillot justement collecteur. D'ailleurs, en aparté, c'est juste un peu déçu du nombre. Je parle généralement pour tout le monde. Ouais. J'espère qu'ils vont revenir sur leur position pour que plus de supporters et fans du Racing puissent l'avoir dans son armoire ou sur le dos en allant au stade. En tout cas, les joueurs le porteront sur leur dos ce samedi à 21h pour affronter Montpellier. Et c'est donc tout de suite ce qu'on va faire dans l'émission, se projeter sur ce prochain match donc face à cette équipe de Montpellier, une des équipes qui produit l'un des plus beaux jeux, en tout cas l'un des jeux les plus cohérents en Ligue 1. Qu'est-ce que vous attendez pour ce match? C'est la confrontation de deux coachs samedi. Sam, qu'est-ce que tu attends pour ce match? Je pense que ça va être un top match. Ouais. Et je dis pas ça seulement parce qu'il a écouté en direct et en intégralité sur RTL. Et commenté par quelqu'un de talent. Ah non, mais
Non, mais blague à part, Montpellier, c'est une équipe très joueuse également, qui marque beaucoup de buts, qui a un trio offensif, qui d'ailleurs fait un peu penser au trio offensif lensois, peut-être même avec des qualités encore plus élevées, avec Savanier, Laborde et Delors, même si Delors, à mon avis, est plus qu'incertain puisqu'il avait il avait le Covid. Mais il y a quand même du monde derrière. On l'a vu encore avec Mavi Didi là, qui a marqué. Donc, équipe très joueuse. J'espère qu'on va voir au moins quelques minutes Hilton faire une sorte de mini jubilé devant personne. Mais bon, ça va quand même faire plaisir de le voir sur la pelouse de Bollaert. Je sais pas, ça me paraît 15 ans ou quasiment 20 ans après. Voilà, ce monsieur défile tant et donc on sera ravis de le voir. Donc, voilà, ce sont deux équipes très joueuses, portées vers l'avant, qui calculent pas trop. Donc voilà, j'espère un match très ouvert avec plein de buts en fait. J'espère me régaler. C'est ce qui vous est promis sur le papier. Espérons que ce soit le cas. En tout cas, ce match sera sûrement vivant si vous l'écoutez sur RTL. Je donnerais bien la fréquence, mais je ne l'ai pas en tête. Michael, qu'est-ce que tu attends pour ce match? J'ai dit Montpellier, je vais dire Lens-Montpellier, pardon. Ouais, je pense que ça va être un sacré match. J'ai regardé un petit peu, je vois que sur les 5 derniers matchs, je pense que c'est une équipe qui joue très bien à l'extérieur. Je pense que juste avant de recevoir le PSG, ils sont restés sur 4 victoires consécutives, donc 3 à l'extérieur. Avec Delors devant et ils ont une attaque franchement qui marque des buts, surtout en contre. Non, je pense que ça va être très difficile, mais je pense qu'on est dans une bonne passe et avec la victoire qu'on a eue ce week-end à Rennes, je pense que ça peut le faire. Ouais. Même si normalement, si je ne dis pas de bêtises, pas de Medina, pas de Grady et pas de Doucouré pour ce match. Amaury, qu'est-ce que tu attends quoi? Moi, j'attends un vrai beau match de foot, comme le dit Samuel. Montpellier, c'est pour moi une vraie bonne surprise en termes de jeu cette année. C'était un coach plutôt, la réputation plutôt frileuse d'Herzak, qui faisait jouer ses équipes plutôt en bloc, etc. Là, c'est une vraie belle équipe qui marque des buts. Et nous aussi. Donc, faisons un vrai match de foot. Moi, je pense qu'on s'est vraiment rassuré à Rennes. Ça aurait pu être compliqué si on n'avait pas fait ce résultat à Rennes. On aurait pu enchaîner les mauvais résultats. Là, on a fait le job. On a été chercher nos 3 points à l'extérieur, ce qui est une vraie belle perf. Donc là, faut pas trop se mettre de pression. Faut essayer de garder cette constance. On a retrouvé un beau Racing à Rennes avec du rythme, etc. Donc mettons du rythme, jouons. Et puis après, on va faire confiance au coach. Hein. Il a montré que tactiquement, il pouvait répondre et même faire mieux que ça en Ligue 1. Donc à toi de jouer, Franck. Fais-nous rêver contre Montpellier. Avant de demander vos pronostics, je vais juste relire des messages. Ça fait toujours plaisir. Sébastien dans le chat nous dit Tony, un dieu vivant. Respect pour tout ce que tu nous as apporté en tant que joueur et en tant qu'homme. Tu as de sacrées valeurs. On a Chiokwai qui dit grand respect à toi, mon Tony. Justement, j'ai une question que je t'ai pas posée tout à l'heure et que je me permets de te poser maintenant. Est-ce que tu vois la possibilité un jour d'intégrer le RC Lens au niveau du staff ou dans l'équipe pour quelque chose? Est-ce que ça te plairait? Voilà seulement, si tu veux, que je passe de l'autre côté. En fait, moi, j'aime tellement jouer, si tu veux, que je me voyais pas passer de l'autre côté de la barrière, à part, pour Guignon, où là, j'avais un peu la double étiquette, donc c'était pas pareil. Mais c'est vrai, voilà seulement que je commence à avoir de gros soucis au niveau des hanches. Ça commence à siffler un peu de partout. Donc là, je prends conscience que je peux plus être sur le terrain, quoi, si tu veux. Et là, peut-être que je vais commencer à prendre conscience qu'il faut que je reste sur le banc, tu vois. Mais jusque-là, j'avais du mal, quoi. C'est pour ça que j'avais du mal à me mettre sur un banc, parce que j'aime trop jouer, quoi. C'est un sport, voilà. C'est un sport et j'adore courir sur le terrain. Alors pas comme un chien fou, hein, comme ça pourrait le dire. Mais non, j'adorais tellement taper dans un ballon que voilà, j'avais du mal à me mettre en position de sage sur le côté et d'entraîneur. Maintenant, pourquoi pas? Bien sûr, c'est un club que j'adore. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est ma deuxième famille au niveau du foot. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, ils en ont pas besoin. Ils se débrouillent très bien sans moi, mais si un jour Lens a besoin de moi, bien sûr que je répondrai pas. Moi, je dis que ça aurait de la gueule, Tony Vérel, en conseiller technique pour notre ligne d'attaque, Ganago Kalimwendo, Jean Banza. Je pense que tu pourrais leur apporter. Après, voilà, moi, je décide de très peu de choses au RC Lens. C'est un peu ça ils se débrouillent très bien pour l'instant et je leur souhaite d'aller le plus loin possible comme ça et qu'ils continuent surtout à avoir cet état d'esprit parce que c'est ce qui fait plaisir aux gens. Et en fait, c'est pour ça que je reparlais et je reviens sur ce que je disais sur le premier but, c'est que cet état d'esprit lensois, quoi. Moi, je me rappellerai toujours d'un match quand Lens est venu pour me recruter. Ils sont venus me voir plusieurs fois jouer et je me rappellerai toujours d'un repas que j'ai fait avec Gervais Martel
Et il m'a dit, regarde le match, c'était à l'époque où Nantes était invaincu, ils n'avaient pas perdu un match. C'était la grande époque avec Makelele, Karambeu, Wedek devant, enfin la grosse équipe. Ouais. Je me rappelle avoir regardé ce match à la télé, et c'est vrai que dès le premier ballon, je me rappelle de Fred Mérieux qui est allé faire un tacle au coup d'envoi direct sur le. Et c'était ça, quoi. C'était. Alors, bien sûr, ça faisait comme un attentat parce que c'était. Mais ça montrait tout de suite que vous êtes à Bollaert, là. Là, vous êtes à Bollaert, ça va pas se passer comme ailleurs. Bon, il y a eu match nul, ils ont pas fait tomber Nantes, mais voilà, c'était un peu la culture. Moi, je sais que quand je suis arrivé, c'était ça, quoi. Les gens, quand ils venaient à Bollaert, ils savaient qu'ils allaient passer une sale soirée. Alors, on n'a pas gagné tous nos matchs, bien sûr, mais voilà, je savais que ça n'allait pas être facile de gagner. Et on a justement donc Montpellier qui vient chez nous ce samedi. Donc c'est le moment c'est pas facile pour vous, messieurs. Et c'est le moment des pronostics. Samuel, quel score pour ce match de samedi? 3-3. 3-3. Michael? 2-1 pour nous. 2-1 pour Lens. Amaury? Moi, je vais dire 2-2. Et Tony pour clôturer le bal? J'allais dire 2-1, mais je vais dire 3-2. Allez. Allez, parce que j'allais dire 2-1. Je vais dire 3-2. Parce que Montpellier, c'est une équipe que j'aime beaucoup et j'aime sa ligne d'attaque. Enfin, j'ai connu Gaëtan Laborde à Bordeaux, je l'ai vu jouer. Ouais. Et d'ailleurs, c'était vraiment quelqu'un que je voyais bien dans l'état d'esprit lensois. Oui, c'est vrai. Mais il a failli venir à Lens, Gaëtan Laborde. Quand il était à Bordeaux, il y a un prêt dont on avait parlé, mais finalement, ça s'est pas fait. Avec Delors, Delors, on en avait beaucoup parlé aussi. Hein, donc, Delors rêvait de venir à Lens. Qu'on aurait pu voir à Lens. Bah, c'est pour quand on jouera à l'Europe l'année prochaine. Peut-être qu'on aura les moyens de s'offrir un petit Delors Laborde. Ouais, bon, en tout cas, encore merci encore une fois Sam et Amaury, nos habitués. Merci encore de nous avoir éclairé de vos avis ce soir. Michael, merci d'être venu représenter Mineurs de Fond. Et Michael, j'espère te recroiser très vite au stade. Hein, pour l'instant, voilà, mais j'espère te voir très vite. Et Tony, encore une fois, un grand merci d'avoir répondu aussi sincèrement à toutes nos questions et de nous avoir éclairé de ton avis de vrai footballeur sur le football. Merci Tony. Avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve donc lundi prochain pour parler de ce Lens Montpellier, hein, ce 3-2 pour Lens, hein, apparemment, on espère. Et en attendant, vous pouvez réécouter ce podcast ou le partager au maximum. Donc Culture Son et Or, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ou à nous regarder, et ça fait vraiment chaud au cœur. Je remercie ceux qui sont derrière ce projet, Mathieu et Baptiste. Et moi, avant de nous retrouver lundi prochain, je me permettrai de dire quelque chose parce que moi, je suis un fou. Moi, j'ose dire les choses qui fâchent, mais voici ces 2 mots que je vais dire là devant vous. Allez, Lens.